à son Excellence Camilo Gonçalves, ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Consommation et des Technologies de l'Information de Saint-Vincent et les Grenadines. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis cette semaine pour réaffirmer notre engagement en faveur de la paix, de la justice et du développement. Saint-Vincent et les Grenadines saluent avec fierté son Excellence John Ash, un fils des Caraïbes, et le président sortant de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous le félicitons pour sa contribution précieuse pour faire des progrès au cours de son mandat très réussi. Et nous vous saluons avec joie, Monsieur le Président, à votre arrivée à la tête de notre Assemblée générale. En tant qu'élément de la diaspora africaine, à l'instar du continent africain, nous nous félicitons de voir en vous un frère. Monsieur le Président, alors que 15 ans ont passé depuis le début du XXIe siècle, les défis de notre époque ont conduit certaines nations à remettre en question la valeur ou le rôle de la souveraineté dans un monde où de plus en plus les frontières sont gommées. La mondialisation et la modernité ont libéré un certain nombre de forces qui agissent indépendamment des gouvernements nationaux ou des frontières nationales. Les changements climatiques, les maladies transmissibles comme l'Ebola, la contagion économique qui se répand comme un incendie sont des chocs extérieurs qui représentent des menaces existentielles sérieuses. Et les États ne peuvent pas y faire face seuls. Certains groupes ont vu le jour, groupes de terroristes cartels de la drogue, certaines multinationales avides qui étendent leurs tentacules dans le monde entier et exploitent les faiblesses systémiques pour faire avancer leurs propres intérêts. Dans ce monde interconnecté, certains estiment que nous ne pouvons plus aujourd'hui compter sur un manuel qui ne serait plus à même de répondre aux défis d'aujourd'hui. Mais nous rejetons cette suggestion. Le manuel, justement, qui gouverne notre coopération internationale, c'est la Charte des Nations Unies. Et sa règle principale, sa règle d'or, c'est la règle du respect de l'égalité souveraine de tous les États. C'est certain. Certains aspects administratifs de ce manuel auraient dû, il y a longtemps, être réformés, comme la composition et les méthodes de travail du Conseil de sécurité, aujourd'hui sclérosées, et de moins en moins pertinent. Cependant, les principes qui sous-tendent la charte et l'action de cette Assemblée sont éternels. Toute tentative de s'écarter de la charte, dans les mots, les faits ou dans l'esprit, représenterait une attaque à la souveraineté, un abandon de la diplomatie et une façon d'improviser les lois de la communauté internationale. La perte de pauvreté n'a jamais joué au profit des plus faibles. L'érosion de la souveraineté n'a jamais placé des garde-fous pour les intérêts des plus forts. La liste des nations dont la souveraineté a été violée dans l'intérêt de certaines grandes puissances est de plus en plus longue, alors que le bilan de ceux dont la population jouit de telles violations est tout à fait tragique. Dans cet esprit, Saint-Vincent et les Grenadines rejettent le choix entre l'interconnectivité, modernité, et la souveraineté traditionnelle. C'est une c'est un faux choix qui ne vise qu'à accélérer l'avènement de l'unilatéralisme. Nous continuons d'être aux prises avec une quête pour des thèmes communs, pour sous-tendre notre action. Nous continuons de nous demander quel coup d'État est légal, lequel ne l'est pas, quelle intervention étrangère est juste, laquelle est criminelle, quelle souveraineté particulière, quelle intégrité territoriale particulière mérite que l'on se batte pour elle, quelle frontière nationale représente une barrière et laquelle est une invitation, quelle décision de l'OMC sera appliquée au détriment des plus faibles et quelle décision, comme celle qui a été aux faveurs de Antigua et Barbuda, voisins des Caraïbes, sera ignorée par la partie coupable mais plus puissante.
En tant qu'État de petite taille ouvert et vulnérable, nous ne pouvons pas accepter que notre existence dépend des lubies de la générosité ou de la négligence d'États puissants. Le droit international et l'égalité souveraine sont nos garde-fous contre ces agressions, ces actes d'unilatéralisme qui trop souvent ont conduit nos nations au bord de la guerre. Monsieur le Président, le cancer du terrorisme continue de faire des ravages. Le monde a été témoin d'une sauvagerie, d'une barbarie sans nom, perpétrée par ceux qui sèment la mort et la haine au nom de la religion. Saint-Vincent et la Grenadine, comme toute autre nation civilisée, s'insurge face à l'essor mondial de groupes de miliciens qui commettent des actes indicibles, d'une violence brutale, une violence de masse dans leur quête de faire appliquer un ordre social brutal et indéfendable. Cependant, le mépris des terroristes pour les frontières nationales et la souveraineté nationale ne doit pas nous pousser à faire de même. Nous ne devons pas nous abaisser à leur niveau et négliger les principes fondamentaux de la cohabitation pacifique entre les nations. Nous ne devons jamais non plus répéter l'erreur de croire que le terrorisme est une force qui peut être utilisée ou appuyée pour atteindre un objectif politique plus élevé. Saint-Vincent et les Grenadines ne sauraient accepter qu'il y ait une différence entre de nobles rebelles et de mauvais terroristes, car cette différence souvent dépend du côté de la frontière où ces terroristes choisissent de violer, de décapiter ou de bombarder. Nous appuyons sans équivoque les efforts authentiques fournis pour éliminer ce fléau et nous appelons à une action de solidarité internationale, une coopération internationale dans cette lutte urgente. Parfois, les associations sont étranges quand on fait de la politique, mais dans un monde civilisé, l'humanité doit toujours l'emporter sur l'idéologie dans la lutte contre la barbarie sans nom. Monsieur le Président, la manipulation politique du mot terroriste menace notre détermination commune d'éliminer cette menace croissante. Et cette manipulation est visible notamment, comme nulle part ailleurs, dans la politique des États-Unis qui choisissent de désigner la République du Cuba comme un État qui appuie le terrorisme. Cuba, au contraire, a été une victime du terrorisme d'État, a condamné le terrorisme d'État et a collaboré dans la lutte contre le terrorisme d'État. Parallèlement, d'autres acteurs appuient sans scrupule et financent généreusement les groupes terroristes les plus méprisables sans que personne ne le leur reproche. Il est inimaginable que les États-Unis, dirigeants mondiaux, nous ne le remettons pas en cause dans la lutte contre le terrorisme et cible des attaques terroristes les plus ignobles, souhaitent se distraire lui-même ou distraire ses alliés de la lutte importante qui est la nôtre en conservant cette politique contre Cuba. Nous réitérons aussi notre appel à lever sans attendre le blocus illégal, économique, commercial et financier contre Cuba. La protection extérieure de l'intérêt politique d'un État n'est pas un exercice souverain. Cela ne fait que saper de façon anachronique les principes même de cette institution. Les États-Unis sont une nation bien plus noble que ne pourrait le suggérer cette politique illégale et punitive. Nous encourageons ce pays à faire preuve du courage nécessaire pour tourner la page sur cette relique de la guerre froide. Monsieur le Président, il y a un mois, nous avons été encore une fois témoins des conséquences catastrophiques d'un autre conflit violent entre Israël et l'État de Palestine. Des milliers de personnes ont perdu la vie, des milliers d'autres ont été blessés, dans leur écrasante majorité des civils palestiniens. Quels qu'aient été les motifs derrière ce conflit en particulier, on ne saurait douter que le problème sous-jacent n'a toujours pas été réglé. On ne s'y est pas encore attaqué. À la racine de ce conflit, on trouve l'invasion, l'occupation et l'étranglement économique de la Palestine, ainsi que l'érosion illégale de ses frontières reconnues sur la scène internationale. Même s'il y a eu des actes regrettables des deux côtés dans ce conflit, on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité la puissance occupante et l'occupé. Le droit d'Israël à exister, que nous ne remettons pas en question son droit à exister dans la paix et à se défendre, ne peut pas donner à ce pays le droit d'occuper, d'opprimer et de violer les droits souverains du peuple palestinien. Israël est une nation démocratique puissante, accomplie aux amis puissants. Une nation qui s'abaisse
et qui abaisse le statut de ses alliés en traitant de la sorte la Palestine. Encore une fois, c'est l'absence de frontières et le mépris de la souveraineté qui menacent de rendre l'idée même de solution à deux États des discours et des vœux pieux peu applicables sur le terrain. Peter Tosh, artiste caribéen, a dit une fois dans une de ses chansons que même si tout le monde appelle à la paix, personne n'appelle à la justice. La paix ne peut exister, ne peut être simplement la conséquence de l'absence de guerre et ne peut pas exister en l'absence de justice. Cette assemblée a un devoir envers la Palestine, qui depuis longtemps aspire à la paix. Monsieur le Président, les changements climatiques se jouent des frontières et nous ne le savons que trop bien à Saint-Vincent-les-Grenadines. Même si notre empreinte carbone est dérisoire, même si nos émissions sont ridicules, notre pays a de plus en plus été la victime d'anomalies météorologiques, en partie causées par les dommages provoqués sur l'environnement par les grands émetteurs. Ces 4 dernières années, Saint-Vincent et les Grenadines ont été la victime d'un ouragan, d'une sécheresse et de 2 inondations. Les pertes et dégâts provoqués par chacun de ces événements se sont chiffrés à plus de 10% de notre produit intérieur brut. En décembre dernier, en 3 heures seulement, 17% de notre produit intérieur brut a été balayé dans des inondations éclairs. La Grenade et la Dominique, un pays frère, ont aussi été affectés. Des vies, des moyens de subsistance ont été perdus, des foyers, des infrastructures ont été détruits et un fossé s'est creusé en matière de développement. Il va nous falloir des années pour le surmonter. Pourtant, en dépit de l'importance croissante de la menace des changements climatiques, les grands émetteurs d'aujourd'hui et d'hier continuent d'agir comme si nous avions tout le temps du monde. Les alibis proposés pour cette inaction politique, historique, scientifique ou économique sont de moins en moins défendables. Les perspectives de vrai progrès face au changement climatique sont de plus en plus fragiles. Jour après jour, lorsqu'on constate l'attitude des diplomates qui ne cessent de se rejeter la faute. La semaine dernière, le secrétaire général a convoqué un sommet sur le climat de plus haut niveau ici, au chef des Nations Unies. Tentative admirable d'engranger un soutien politique pour un traité juridiquement contraignant sur le climat d'ici à 2015. Cependant, les résultats sont moins qu'encourageants. En dépit de certaines nouvelles promesses bienvenues, le compte n'y est pas, loin de là. Pour éviter une hausse des températures supérieures à 1,5 degré Celsius au-dessus du niveau pré-industriel. En outre, les nouvelles ressources débloquées et promises pour financer l'adaptation au changement climatique sont dérisoires. Saint-Vincent et les Grenadines s'inquiètent de la possibilité que l'accord juridiquement contraignant que nous devrions adopter l'année prochaine ne sera pas suffisant pour régler la crise climatique qui s'annonce. Nous craignons que les financements pour l'adaptation ne soient guère à la hauteur. Si des intérêts limités et une couardise électorale sur le plan local nous obligent à nous retirer derrière nos frontières nationales et à adopter la politique de l'autruche, nous risquons de perdre une décennie d'efforts et notre seule chance de sauver la planète sur laquelle nous vivons. L'enjeu est de taille, nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Monsieur le Président, il est bon que vous présidiez le lancement de la décennie internationale des populations d'ascendance africaine, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024. Le thème choisi pour cette décennie sera, je cite, « Les populations d'ascendance africaine, reconnaissance, justice et développement ». Fin de citation. La mise en œuvre significative et axée sur l'action de ce thème peut avoir des effets positifs très profonds, à la fois sur le continent africain et au sein de la diaspora africaine aux 4 coins du monde. Dans ce programme de reconnaissance, justice et développement, un élément d'importance central pour Saint-Vincent et les Grenadines et pour toute la communauté des Caraïbes est la façon dont nos demandes de justice réparatoire seront entendues par les puissances européennes qui nous ont colonisés, se sont lancées dans le génocide des populations africaines, le commerce d'esclaves transatlantiques et l'esclavage en lui-même.
Ces 12 derniers mois, les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM ont appuyé une série de politiques, de structures et d'initiatives visant à instruire notre population et à parler avec les anciennes nations esclavagistes. La priorité accordée par le gouvernement de la Caraïbe à la question de justice réparatoire est absolue. Si notre pays souffre des problèmes de développement qu'il connaît aujourd'hui, c'est en raison en partie du legs, de l'héritage. Ce jalon, hélas, qui a marqué notre histoire pour des générations. Nous demandons l'appui de la communauté internationale pour faire avancer cette cause juste qui arrive à point nommé. De la même façon, dans une région qui est encore aux prises avec les conséquences d'une discrimination, d'une victimisation et de violation des droits de l'homme perpétrées sous le couvert d'une législation injuste, nous ne pouvons pas contrer la réémergence d'une nouvelle intolérance protégée par la loi dans la civilisation des Caraïbes. L'application d'une décision rendue il y a un an par la Cour constitutionnelle de la République dominicaine continue de refuser de façon rétroactive à des milliers de citoyens nés dans la Dominique leur droit à la nationalité, l'identité et une protection sur un pied d'égalité. Cette décision a été condamnée sur la scène internationale et cela, heureusement, a provoqué une interaction politique accrue entre Haïti et la République dominicaine dans toute une série de dossiers bilatéraux. Nous espérons que ces discussions profiteront aux deux pays. Cependant, Saint-Vincent, les Grenadines et toute la CARICOM restent furieux de constater que les violations des droits de l'homme qui sont au cœur du problème n'ont pas été corrigées. Et ils ne peuvent pas être corrigés par un tête-à-tête bilatéral. Nous n'en sommes plus à un point où des violations continues des droits de l'homme peuvent être masquées par une bureaucratie de façade. Nous appelons la communauté internationale à aider nos frères dans la République dominicaine à réinstaurer leurs droits humains et constitutionnels, ceux de la Dominique, ceux des citoyens de la Dominique qui ont été privés de leurs citoyens, de leur dignité. L'année dernière, Saint-Vincent et les Grenadines ont demandé aux Nations Unies d'accepter leur rôle et de présenter des dédommagements aux victimes de l'épidémie de choléra que les casques bleus ont provoqué. Cela a été prouvé à Haïti. Un an plus tard, les Nations Unies continuent d'esquiver leurs responsabilités. La légitimité de cet organe en matière de conduite de mission maintien de la paix à l'avenir et le legs de son attitude seront profondément entachés par ce comportement. Monsieur le Président, le prestige et la légitimité des Nations Unies peuvent être accrus à travers l'acceptation des revendications raisonnables de Taïwan qui souhaite participer aux travaux de nombreuses agences spécialisées des Nations Unies. D'ores et déjà, Taïwan participe de façon constructive et active à de nombreux organes internationaux. Mon pays est témoin du fait que les relations intergouvernementales de Taïwan sont conduites de façon juste, sans aucun doute. L'heure est venue, pour cet exemple de la grande civilisation chinoise, de pouvoir participer aux travaux des différentes agences de cette instance internationale. Monsieur le Président, vous avez choisi comme thème pour ce débat général réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015. C'est le reflet de l'accent mis à juste titre sur une priorité absolue au cœur de l'action de cette institution. L'exercice et la promotion du droit au développement est une priorité absolue pour l'écrasante majorité des habitants de cette planète. C'est l'absence de suffisamment de progrès en matière de développement qui souvent est à l'origine de nombreuses violences et de nombreux troubles. Le programme de développement pour l'après 2015 doit avoir comme ciment une série d'objectifs et de cibles qui proposent une voie axée sur la personne humaine en matière de progrès pour les pays en développement. Dans l'élaboration de ce programme, et en cette année internationale des PUID, il est indispensable que les vulnérabilités et caractéristiques uniques des PUID viennent nourrir ce document. Le document final Samoa, la voie à suivre après la conférence historique sur les PUID qui a eu lieu cette année, doit constituer un des fondements de ce programme de développement dans des domaines comme les financements à taux préférentiel pour le développement, les inégalités, la réduction de la pauvreté, l'emploi, la réduction de la dette, la réduction des risques de catastrophe, la gestion des océans et l'éducation. À cet égard, pour nous, il est vital que les indicateurs et les objectifs adoptés pour l'après 2015 se concentrent sur des cibles concernant les pays en développement et
comprenne aussi des engagements mesurables pour les partenaires en matière de développement. Les OMD souffraient notamment de la nature très nébuleuse de ce qu'on avait appelé le partenariat mondial pour le développement. Nos ambitions pour l'avenir doivent être concrètes, mesurables et prévisibles. Monsieur le Président, les gouvernements et les peuples civilisés doivent respecter les frontières et la souveraineté, même si certaines des forces libérées par la modernisation et la mondialisation ne le font pas. Nous devons faire fond sur ce qui est bon et juste dans notre nouvelle planète interconnectée. Nous ne devons pas jeter notre manuel, nous devons plutôt tourner la page sur les excuses avancées pour ne pas le prendre en compte. Nous félicitons qu'aujourd'hui, tous nos étudiants peuvent consulter des ouvrages reposant dans des bibliothèques américaines en utilisant un ordinateur taïwanais assemblé en Chine. Nous félicitons qu'une ONG américaine peut travailler avec une entreprise islandaise ou une entreprise canadienne pour utiliser nos ressources en matière d'énergie géothermale. Nous nous félicitons que les nations sœurs se prêtent secours les unes aux autres après une catastrophe, que des ingénieurs et des architectes viennent chez nous pour nous aider à reconstruire notre pays. Nous félicitons des technologies qui nous permettent de communiquer avec la diaspora en temps réel et donnent l'occasion à ces personnes d'envoyer des fonds vers leurs familles depuis les 4 coins du monde. Nous nous félicitons que, dans l'ordre international d'aujourd'hui, un petit État puisse dire qu'il n'est pas d'accord avec un grand État sans craindre de répercussions injustes. Nous nous félicitons des arrangements internationaux qui existent pour l'intégration, la CARICOM, l'ALBA, la CELAC, où la souveraineté est respectée et où nous promet une approche en matière de croissance et de développement axée sur la personne humaine. Ce ne sont pas des rêves, mais des réalités modernes dans notre pays aujourd'hui. Et cela montre à quel point nous pouvons faire de grandes choses lorsque la coexistence et le développement, lorsque la souveraineté est appuyée et non pas sapée. Toute nation peut apprécier ou pas une autre, approuver ou désapprouver son action. Mais toujours, les nations ont l'obligation de respecter le droit sans équivoque des autres nations à exister, à agir, à choisir sa propre voie en matière politique ou en matière de développement. Le défi pour ce XXIe siècle, ce n'est pas le caractère caduc de notre manuel, ce sont plutôt ces stratégies, ces tactiques cyniques ou l'application mauvaise du droit international par ceux qui voient là un outil pour faire avancer leurs intérêts plutôt qu'un garde-fou pour les ambitions géopolitiques et hégémoniques de certains. La souveraineté, ce n'est pas le droit d'ériger un mur fait de répression ou d'injustice le long des frontières d'un pays. Ce n'est pas non plus le droit de protéger ses intérêts nationaux ou de les projeter au détriment d'un autre. La souveraineté, ce n'est ni une épée ni un bouclier. C'est plutôt la responsabilité d'adhérer à une éthique de réciprocité. Agir envers les autres nations comme on voudrait qu'elles agissent envers la nôtre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie les ministres des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Consommation et des Technologies de l'Information de Saint-Vincent et les Grenadines.